Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Miracle, le nouveau film de Pierre Bernarias. Pour la première fois au cinéma, une enquête sur 3 énigmes restées scientifiquement inexpliquées. Le linceul de Turin, avec ses 400 000 heures d'analyse, garde toujours ses mystères. Tout comme l'image d'une femme enceinte miraculeusement imprimée sur la tunique d'un jeune indien du XVIe siècle. Mais aussi une œuvre monumentale de 15 000 pages qui défie tous les records de la littérature mondiale. Pierre Bernarias revient au cinéma avec Miracle. Une investigation captivante. Une seule séance événement le lundi 10 avril. Plus d'infos sur miracle-lefilm.com. Alors, selon une enquête menée par la cellule investigation de Radio France, une dizaine de consultants de McKinsey auraient travaillé de manière, je cite, intrusive dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017. Une ancienne cadre de McKinsey a dévoilé que les services fournis par le cabinet auraient dû être facturés et déclarés dans les comptes de campagne du candidat. Et au même moment, cette semaine, le fonds Marianne, créé par Marlène Schiappa pour lutter contre le séparatisme après l'assassinat de Samuel Paty, est au cœur d'une polémique. Une enquête a révélé une gestion opaque des subventions. Une association, principale bénéficiaire du fonds, aurait utilisé les fonds pour salarier 2 de ses anciens dirigeants. Alors, la famille de Samuel Paty a dénoncé une utilisation douteuse de l'argent destiné au fonds. Alors, quel est le problème de la Macronie avec l'argent ? On va le voir avec ces deux affaires et on voit ça avec Éric Vérag. Bonjour Éric Vérag. Bonjour Corentin. Alors, vous êtes fondateur du Courrier des Stratèges, essayiste, journaliste, conférencier, président de l'association Restez Libre. Alors, on va parler de l'utilisation de ces consultants de McKinsey donc pour la campagne d'Emmanuel Macron. Alors, comment ces consultants ont participé déjà à cette campagne ? Alors, déjà, ils ont participé de façon bénévole, paraît-il, mais ce qui pose un problème, puisque vous savez qu'une entreprise ne peut pas accorder de services bénévoles à un candidat. Donc, ces services auraient dû être facturés. Alors, ce que dit officiellement le McKinsey, c'est qu'il s'agissait d'engagements personnels détachables des fonctions salariales des consultants en question. Ce qui là aussi pose une question, puisque selon certaines informations, ces consultants auraient participé à des réunions en semaine, pendant les jours ouvrables et pendant les heures de bureau. Donc, il y a, et c'est le problème qu'on a aujourd'hui, une vraie opacité et une vraie incertitude sur la part des services qui ont été rendus par McKinsey durant la campagne du président de la République. Alors, officiellement, McKinsey dit qu'elle ne participe jamais aux campagnes électorales et que ce n'est pas dans ses missions. Les gens qui connaissent un peu McKinsey pensent que c'est faux, puisque moi j'ai personnellement des témoignages d'anciens de McKinsey qui me soutiennent avoir participé à des campagnes électorales de candidats, à l'étranger certes, mais de candidats quand même. Et donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui, on peut dire que pour répondre à votre question clairement, la participation de McKinsey à la campagne de Macron est à peu près sûrement bénévole, mais elle est extrêmement opaque et extrêmement contestable sur la forme et sur le fond. Voilà ce qu'on peut dire. Et surtout, dans cette enquête, on apprend que les membres de McKinsey, donc les membres de McKinsey et les membres de la campagne d'Emmanuel Macron, il y a eu des frictions entre eux. Je cite, il y en a un qui a donc un consultant de McKinsey qui a expliqué « Nous sommes venus apporter de l'intelligence à la campagne ». Alors, il y a cette espèce de sentiment de surpuissance de ces cabinets de conseil. On ne sait pas d'où ils sortent. Et puis, bénévolement, ils apportent la lumière à une campagne présidentielle alors qu'on leur a rien demandé. Moi, ce que j'ai vu, non pas dans la campagne de Macron, mais de la part de gens de McKinsey, c'est que effectivement, ils arrivent avec une méthode assez différente. C'est-à-dire que vous, quand vous faites une campagne électorale, si vous soutenez un candidat, vous allez soutenir des idées, un projet, une vision, et vous allez vouloir participer à des actions qui visent d'une façon ou d'une autre à mettre en place ce projet. Les consultants McKinsey ne cachent pas qu'ils ont une technique différente. Alors, un consultant de McKinsey m'a dit un jour, nous apprenons toutes les techniques de manipulation marketing, et que donc la logique McKinsey, selon leurs propres affirmations, consiste non pas à développer, à se mettre au service d'un projet, mais à créer un projet pour gagner en faisant des analyses marketing sur ce que l'opinion attend, et en proposant des techniques marketing pour manipuler l'opinion, pour que l'opinion adhère à un candidat
hein, avec des éléments de programme qui sont fabriqués comme un produit publicitaire, enfin comme une publicité, si vous voulez. C'est-à-dire que McKinsey ne défend pas, les consultants de McKinsey ne sont pas là pour défendre un projet politique, ils sont là pour vendre un produit, et ils inventent un produit d'après la description des besoins de l'opinion. Et c'est probablement ça que ça signifie la phrase: nous sommes là pour apporter de l'intelligence à la campagne. C'est que McKinsey a probablement renversé la logique politique en ne cherchant pas à déployer la pensée d'Emmanuel Macron, que tout le monde cherche encore, et on la cherche d'autant plus qu'il nous a été vendu comme le petit génie du siècle. Donc, on reste un peu sur notre faim. McKinsey a probablement utilisé les attentes de l'opinion pour fabriquer un projet de toutes pièces et le vendre avec des moments réussis, des moments beaucoup moins réussis, comme on sait, et comme on l'a vu par la suite. Et je pense que c'est là que ça s'est passé. C'est dans la transformation du candidat en produit de marketing. Ouais, c'est un produit de marketing, et Macron est un bon produit de, un bon produit de Il l'a marketing. été en 2017, ça a un peu moins marché après. Et par ailleurs, on a vu que le problème du marketing, si vous voulez, c'est que ça peut vous permettre de vendre au début. Mais après, si votre produit fait le bad buzz, vous le vendez beaucoup moins bien. Et c'est comme à peu près ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, qui sont arrivés, rappelons-le, 1 an après l'arrivée de Macron au pouvoir. C'est-à-dire que il y a eu un effet de déception énorme. Alors, puisque vous ne me posez pas la question, j'y réponds, mais moi, ce que j'ai retenu et que j'ai vu en réalité dès 2016, c'est que Macron avait décidé de se positionner sur le créneau du candidat civil, de la société civile, hein, l'espèce de le créneau que Coluche avait pu occuper, que Patrick Sébastien avait réfléchi à occuper à une époque. Que ce créneau, il a été à nouveau repris en 2021-2022, et que donc Macron, on l'a vu, et c'est probablement l'une des clés de la crise des Gilets jaunes, il a été utilisé par McKinsey comme un candidat de la société civile, et il a été vendu comme tel. Vous savez, en même temps, Révolution, l'idée qu'on allait avoir des idées qui ne seraient ni de droite ni de gauche, au-delà des clivages. Et les Gilets jaunes, ça a été la déception de la société civile face à un candidat qui a fait du marketing et qui n'a rien délivré par la suite. Et aujourd'hui, ce que j'ai vu moi en 2021-2022, c'est que le créneau a été à peu près le même. D'ailleurs, le site de campagne de Macron s'appelait Avec vous, c'est-à-dire qu'il y avait bien l'idée qu'il était un candidat de la société civile, et on voit le naufrage que ça constitue aujourd'hui, mais qui a été un naufrage dès 2018, dès la prise de l'Arc de Triomphe le 3 décembre 2018. On pouvait considérer que 18 mois après son élection, Macron avait déçu sa base électorale. Et déçu, donc le produit Macron a déçu, bien qu'il ait été donc propulsé par McKinsey. Mais quelles sont les autres accusations aussi qu'on portait contre McKinsey? Parce que donc il y a une enquête judiciaire donc pour non-conformité de compte de campagne, minoration d'éléments comptables, mais aussi il y a eu des prestations bidons, c'est-à-dire qu'il y a eu McKinsey a vendu donc des PowerPoint des millions d'euros. Alors on ne sait pas si ça a vraiment servi ou pas. Donc il y a ça. Donc c'était à la fois il y a des gens qui travaillent bénévolement pour McKinsey, et en même temps il y a des prestations bidons qui sont vendues à McKinsey pour l'État. Alors, de mon point de vue, il y a deux affaires dans l'affaire. Il y a une première affaire qui est concrètement à quoi ressemblent les marchés McKinsey. Ce que l'intérêt de l'enquête de Radio France, c'est que des consultants de McKinsey ont accepté de dire les chiffres de facturation. Ils avancent des chiffres astronomiques, c'est-à-dire que, vous savez, le conseil, c'est facturé à la journée de travail, et la journée, elle est facturée d'après l'ancienneté ou la seniorité, comme on dit, du consultant. Alors, il semblerait qu'un directeur associé partenaire chez McKinsey facture jusqu'à 12 000 euros par jour, et qu'un directeur chevronné facture de 4 000 à 6 000 euros par jour, qui sont des sommes hallucinantes, puisque pour avoir connu les tarifs des consultants, aujourd'hui un directeur, un fondateur d'un cabinet qui marche bien
il est très content quand il facture 5 000 euros par jour. Et 5 000 euros, c'est pour le fondateur. Le consultant senior est aujourd'hui plutôt facturé 1 500, 1 800 euros, alors que le consultant junior est facturé 1 500, 1 800 euros aujourd'hui. Et chez McKinsey, la facturation, elle est plutôt de 2 000 à 4 000 euros. C'est-à-dire que les tarifs de McKinsey sont extrêmement supérieurs, semble-t-il, aux tarifs habituels pratiqués par les consultants en France. Ça pose une vraie question, c'est qu'aujourd'hui, dans la mission parlementaire, vous savez qu'il y avait une commission sénatoriale d'enquête sur l'intervention des cabinets extérieurs, la commission, je vais évidemment pas retomber, non, c'est pas Assaï, mais c'est quelque chose comme ça, une sénatrice communiste. Elle s'est interrogée sur le contenu des missions, mais elle n'a au fond pas travaillé sur la facturation au prix de journée. Or, s'il s'avérait que en pleine crise du Covid, McKinsey avait pratiqué des tarifs 2 fois supérieurs à la moyenne du marché, parfois 3 ou 4 fois supérieurs à la moyenne du marché, dès lors qu'il s'agissait de directeurs associés, ça posera un vrai problème. Et vous savez qu'il y a aujourd'hui 2 enquêtes préliminaires qui ont été ouvertes par le parquet national financier sur les conflits d'intérêts entre Macron et McKinsey. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que sont intervenues des perquisitions au siège de McKinsey. Et il faudrait qu'on sache concrètement si ces tarifs ont été pratiqués en contrepartie des services rendus gratuitement pendant la campagne. Ça, c'est le premier scandale qui se pose aujourd'hui chez McKinsey. C'est l'intervention pro bono de McKinsey dans la campagne. Est-ce qu'il y a eu des contreparties avec des surfacturations colossales ou en tout cas des prix pratiqués que l'État aurait mal négocié en pleine crise du Covid. Ça, il y a un favoritisme, il y a un recel de favoritisme. Alors, c'est la technique McKinsey, mais qui a été analysée par une commission d'enquête en Afrique du Sud, la commission d'unité, sur les pratiques du président Zuma, qui a mis sur la table, qui a mis au jour le fait que c'est plus que du favoritisme, c'est un système, c'est-à-dire que McKinsey s'impose auprès des candidats aux élections, les aide à gagner, ou en tout cas prétend les aider à gagner. McKinsey le fait pro bono, c'est-à-dire gratuitement, et ensuite se rémunère sur des contrats qui sont une espèce de phagocytage de mise sous tutelle des décisions publiques du pays où McKinsey est intervenu. Ça s'est produit, je l'ai dit, en Afrique du Sud, ça s'est produit en Ukraine au début des années 2010. Donc c'est une technique rodée au niveau international. Mais il y a un deuxième scandale McKinsey dans cette affaire, c'est en quoi consiste exactement l'émission de McKinsey. Donc il y a aujourd'hui, de mon point de vue, pour avoir regardé ce sujet comme régulièrement, une vraie interrogation sur la nature exacte des missions confiées à McKinsey et qui ne s'explique pas, en tout cas dont la facturation n'est pas expliqué par le produit final rendu. C'est-à-dire que, vous savez, on vous a produit des études d'éducation nationale, des rapports qui sont totalement insipides et qui ont coûté plusieurs centaines de milliers d'euros, qui sont des espèces de revues de presse. En tout cas, ce sont pas des rapports qui justifient qu'on dépense autant d'argent. La question est de savoir si on sait tout aujourd'hui du contenu des interventions de McKinsey. Moi, j'ai une vieille conviction. C'est que on ne sait pas tout des interventions exactes de McKinsey, notamment sur le pass sanitaire et sur la stratégie vaccinale. C'est-à-dire que je suis à peu près convaincu que la stratégie vaccinale, la stratégie d'acceptation du vaccin qui faisait l'objet d'un marché partagé entre McKinsey et le cabinet Accenture, je suis convaincu que cette stratégie a donné lieu à des préconisations qui n'ont jamais été publiées. Et qui consistait notamment à, d'une façon ou d'une autre, pratiquer ce que la CIA a appelé l'infiltration cognitive à partir des années 90, c'est-à-dire l'orientation d'un certain nombre d'opposants sur des thématiques destinées à neutraliser l'opposition au vaccin. Et de ce point de vue, ce scandale-là reste à dévoiler complètement. Mais j'en suis totalement convaincu. Je suis convaincu que McKinsey a fait des préconisations qui n'ont jamais été publiées parce qu'elles étaient beaucoup trop scandaleuses.
Et il y a des intérêts donc de McKinsey, mais il y a aussi des intérêts de consultants de McKinsey, donc qui ont travaillé donc bénévolement pour la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Et il y a Karim Tadjeddine, donc, qui lui est un consultant de McKinsey, qui a travaillé pour Emmanuel Macron, le patron de McKinsey France, le patron de McKinsey France, qui a admis qu'il rêvait d'être ministre. Donc en fait, il y a une porosité entre la Macronie, les membres du gouvernement, et puis des conseillers de McKinsey. Alors, l'affaire Karim Tadjeddine est encore une sous-affaire, si j'ose dire, dans une affaire très large, protéiforme, on pourrait dire. C'est que il est acquis que Karim Tadjeddine a initialement proposé en 2016 à Emmanuel Macron de le financer personnellement. Donc, alors, il est à peu près prouvé que Emmanuel Macron a refusé et qu'il n'a pas utilisé cet argent. Mais il y a une vraie difficulté, si vous voulez, aujourd'hui, à se dire que dans les années Covid, l'État a contracté, est devenu client d'un cabinet dont le président, le directeur général, a proposé au président de la République de financer sa campagne à titre personnel, par un prêt personnel. Même si ce prêt n'a jamais eu lieu, ça pose quand même une question de fond sur la nature des relations entre McKinsey et les gouvernants. Et je le redis parce que je sais et je le comprends que beaucoup de Français ont un rejet viscéral du président Macron et ont tendance à ne s'intéresser qu'à ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si moi personnellement Macron m'ulcère, notamment parce qu'il m'a empêché de sortir pendant quelques mois parce que je n'étais pas vacciné, mais il m'ulcère d'abord parce qu'il est le représentant d'une doctrine mondialiste où la France n'est plus qu'un pion parmi d'autres sur un échiquier. Et cette doctrine mondialiste, elle est diffusée par McKinsey. C'est-à-dire que McKinsey est aujourd'hui un rouage essentiel de la mondialisation parce que entre l'idéal mondial et la réalisation du même projet dans tous les pays en même temps, il faut des forces opératoires. Et McKinsey est cette force opératoire. C'est-à-dire, comme dit un ancien de McKinsey, mais McKinsey, quand il va trouver un gouvernement, dit « Nous sommes le seul cabinet au monde capable de faire pratiquer dans 20 pays en même temps la même politique, le même projet, la même décision. » Et donc là, c'est ça la mondialisation, c'est qu'à un moment donné, une mesure décidée, par exemple aux États-Unis, parce que l'ami américain, le grand frère américain, pense que telle ou telle politique ou telle décision est bonne, par exemple vous faire accepter le vaccin Pfizer, McKinsey dit mais nous avons les techniques pour le faire admettre en même temps dans tous les pays occidentaux. Et dans 6 mois, l'affaire sera pliée dans 25 pays occidentaux ou 40 pays occidentaux parce que nous sommes capables de le faire. Et l'argument de vente de McKinsey est celui-là. Et donc, je sais l'engouement des Français pour dénoncer la Macronie, mais il faut comprendre que, d'une certaine façon, Macron est sous la coupe de McKinsey. C'est-à-dire que l'intervention de McKinsey, c'est une façon de faire obéir la France à un ordre américain. Une dernière question, Éric Vérag, très rapidement. Si les accusations portées contre McKinsey sont vraies, quelles vont être les conséquences ? Parce que vu le lien qu'établit du pouvoir, entre le pouvoir et McKinsey, si les accusations sont vraies, est-ce que vous pensez que McKinsey peut chuter véritablement ? Non. Alors, si vous voulez, il y a 2 solutions, mais dans tous les cas, McKinsey a montré aux États-Unis sa capacité de rebond. Vous savez que McKinsey est régulièrement condamné pour ses logiques de conflit d'intérêts. C'est la crise des opioïdes aux États-Unis où McKinsey, ça a été prouvé par la justice américaine dans 41 États américains. McKinsey a utilisé des méthodes de voyous, entre guillemets, pour rendre les Américains dépendants aux opioïdes, c'est-à-dire aux produits pleins d'opium. Hein. Et finalement, McKinsey a signé une transaction avec, je crois que l'indemnisation est de 600 millions de dollars de mémoire que McKinsey a déboursé aux États-Unis pour indemniser les victimes de ces pratiques marketing. Donc McKinsey, je pense, signera des compromis. Hein. La question, c'est est-ce que le parquet national financier ira jusqu'au bout de l'enquête en France ? Eh ben, on vous réinvitera pour voir ça. Alors, merci beaucoup, Éric Vérag. On rappelle que vous êtes donc fondateur du Courrier des Stratèges, essayiste, journaliste et président de l'association Restez Libre.